Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs qui se passe en ce moment. C'est tout l'enjeu parce que maintenant on a des psychédéliques comme la kétamine, comme l'ecstasy, comme les champignons psilocybine, ou la psilocybine tirée des champignons plutôt, qui en sont à des études de phase 3, c'est-à-dire des études juste avant la commercialisation possible sous forme de médicaments délivrés par ordonnance. On estime qu'aux États-Unis et en Angleterre, en 2022, il y aura ces 3 psychédéliques médicaments qui seront autorisés et légaux. Donc déjà, il faudra former beaucoup de thérapeutes rompus aux états élargis de conscience, à la psychologie transpersonnelle, au chamanisme et à rituels d'accompagnement, ce qui n'est pas gagné. Mais aussi, il faudra voir est-ce que ça ne soit pas confisqué par le matérialisme ou par les laboratoires qui voudront en faire des produits bien domestiqués, dans un package bien rationnel et rassurant, gommant ou essayant de gommer les effets spirituels. Olivier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur cette chaîne. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Vous venez de sortir ce nouveau livre autour des psychédéliques. On va en parler dans quelques instants. Ce que je vous propose peut-être dans un premier temps, c'est de vous présenter, de présenter un petit peu qui vous êtes, quel est votre parcours. Et puis comme ça, on arrivera après à la thématique du livre. Voilà, ben moi c'est donc Olivier Chambon, je suis psychiatre, psychothérapeute. Alors j'ai un assez long parcours, j'ai fait pas mal de recherches, de formations. Disons que pour ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que donc j'ai pas mal étudié les médicaments psychédéliques, hein, c'est bien les médicaments. Je ne dis pas les drogues, mais les médicaments psychédéliques. On verra pourquoi plus tard, je développerai. Mais aussi, je me suis intéressé beaucoup aux états modifiés de conscience, aux états élargis de conscience, que ce soit à travers différentes approches spirituelles, ça peut être le yoga, la méditation, ou à travers des approches comme l'hypnose ou l'EMDR qui élargissent la conscience. Et aussi beaucoup à travers le chamanisme. J'ai écrit 3 livres dans ce domaine, j'ai fait pas mal de formations, l'école d'Arthur Conscience et Chamanisme, la Foundation for Shamanic Studies, je travaille avec des chamans, enfin bref. Donc tout ça, ça m'a amené à développer une appétence pour ces médicaments du corps physique, de l'esprit et de l'âme, c'est-à-dire les développeurs spirituels que sont les psychédéliques. Psychédélique qui veut dire qui révèle l'âme, hein, si on regarde l'étymologie. Avant qu'il y ait même le nom qui soit créé, le nom psychédélique, par Humphrey Osmond, un psychiatre canadien, on les appelait les élargisseurs de conscience. Vous aviez déjà écrit un livre, en plus, je crois, sur le sujet il y a quelques années. Oui, j'avais écrit un premier livre en 2009, ce qui s'appelle La médecine psychédélique aux éditions Les Arènes. C'est vrai qu'il n'y avait rien en français vraiment de bien documenté sur les différents types de psychédéliques, écrit par quelqu'un qui les a expérimentés, parce qu'on peut toujours ensuite dire ce qu'on veut sur les psychédéliques. Quand on ne les a pas expérimentés, on ne sait pas de quoi on parle. Alors, le problème, c'est que, comme dirait quelqu'un, ceux qui les ont expérimentés ne semblent pas crédibles aux yeux des autres parce que justement ils ont pris des psychédéliques, et ceux qui n'en ont pas pris ne sont pas crédibles aux yeux de ceux qui en ont pris parce qu'ils n'en ont pas pris. Enfin bref, il faut en avoir pris pour pouvoir en parler, ça c'est évident, mais en avoir pris dans des contextes où c'est légal, c'est-à-dire pas en France, et où c'est encadré, soit par des spécialistes de l'accompagnement des états élargis de conscience, soit par des chamans, qui sont eux-mêmes des spécialistes Ouais, des spécialistes aussi. anciens, les premiers d'ailleurs à l'être. Hein. Et j'ai aussi, j'ai oublié de dire, dans ce que j'ai développé, je travaille beaucoup sur la conscience maintenant. À travers notamment les expériences périmortelles, c'est notamment les expériences de mort imminente, mais aussi les contacts avec les défunts et tout, et puis à travers aussi l'étude philosophique, phénoménologique et neuroscientifique de la conscience, parce qu'il y a beaucoup de travaux maintenant, ce qu'on appelle la science de la conscience, ou la science post-matérialiste, qui s'en occupe. J'ai écrit des livres là-dessus, dont La conscience immortelle, ou L'homme quantique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le modèle post-matérialiste, et qui est au centre pour comprendre et expliquer l'effet des psychédéliques, eh bien la conscience est première, et la matière et l'énergie ne sont que secondaires, sont des produits de la conscience qui informent, forme, met en forme la matière. Est-ce que vous pourriez juste vous Alors arrêter que dans le là-dessus, parce que je matérialisme, crois que c'est oui, important. Je crois que c'est justement important
de préciser un petit peu ce que ça veut dire, en fait. Ça veut dire que on pourrait concevoir l'univers comme une sorte de grande conscience en travail, en expansion, en expérimentation. Mm. Et que cette conscience crée des sous-champs différenciés de la conscience. Alors nos petites consciences sont des sous-champs différenciés de la grande conscience. Ça veut dire qu'en gros, tout provient de la conscience, tout retourne à la conscience, tout est relié à la conscience, et tout ne peut vivre et s'expérimenter et exister qu'à travers la conscience. C'est l'inverse du matérialisme ou physicalisme, où on dit que c'est la matière qui est première, qui crée l'énergie et la conscience, existe indépendamment de la conscience. Or, de plus en plus de physiciens, mais genre prix Nobel de physique, c'est-à-dire pionniers avant-gardistes dans la physique, disent Mm. que non, on ne peut pas comprendre le monde, l'univers dans lequel si on n'introduit pas le paramètre fondamental, essentiel et primaire de la conscience. C'est d'abord et avant tout l'expérience première de la conscience qui est à l'origine de nos perceptions, qui est à l'origine de nos créations, et qui sous-tend même l'existence apparemment séparée et solide des objets. C'est-à-dire qu'en physique quantique, on montre notamment que les objets ne sont pas des entités fixes, c'est des molécules qui apparaissent du vide et qui disparaissent, qui changent d'état à tout moment, et que l'observateur modifie l'observation. C'est-à-dire qu'une conscience, prenant conscience de ce qui se passe à ce stade de la matière, peut modifier ce qui s'y passe. Donc il y a plein de concepts comme ça qui sont assez compliqués à expliquer en quelques phrases, là, juste pour vulgariser. J'ai bien conscience, mais pour ceux qui veulent s'y intéresser, il y a d'excellents livres, hein, notamment en anglais les livres de Bernardo Kastrup, c'est K-A-S-T-R-U-P, ou les livres d'Emmanuel Ransford, ou aussi, on pourrait pas les miens sur la conscience. Mais bref, pour celui qui voudra chercher, il trouvera. Mais c'est juste pour dire que pour comprendre l'effet des psychédéliques et surtout en tirer la quintessence, l'extrême saveur, le pouvoir vraiment thérapeutique, il faut passer par l'expérience spirituelle que procurent ces substances. Et l'expérience spirituelle, c'est ni plus ni moins que le fait que la petite conscience individuelle s'ouvre à des champs de conscience plus grands qu'elle-même. Donc, il tire des informations, des énergies, de la guérison, de la lumière, de la connaissance, de l'amour, etc. Enfin, tout ce que racontent les gens qui sont sous psychédéliques et qui font une expérience spirituelle, c'est-à-dire à peu près 70-75% des gens qui en prennent. Donc, on ne peut pas expliquer ce qui se passe sous le psychédélique juste par des modifications de neurones qui seraient excités et qui créeraient eux-mêmes des choses aussi complexes, belles, harmonieuses, intelligentes, transformatrices. C'est pas avec leurs petits bras musclés que les petits neurones pourraient créer quelque chose qu'ils n'ont d'ailleurs jamais vécu et n'ont pas en mémoire. Donc, je dis ça parce que actuellement, il y a des modèles qui disent que les psychédéliques, et c'est vrai d'ailleurs dans un premier temps, ont un effet biologique, c'est vrai, en agissant sur certains récepteurs qui mettent en sommeil un ensemble de structures cérébrales qu'on appelle le réseau mode par défaut. Et ce réseau mode par défaut, en fait, il est activé quand on est impliqué dans des activités liées à l'ego, ses représentations, ses soucis, ses auto-atermoiements, ses ruminations. C'est le travail de l'ego, quoi, qui est comme une sorte de fil qui capte pas mal de l'activité cérébrale pour tourner autour de son nombril, on va dire. Et les psychédéliques, ça c'est une interface donc physique et psychique. Et les psychédéliques mettent au repos cette structure, donc il y a effectivement, on voit au bout d'un temps que d'autres neurones sont stimulés et excités et se mettent en réseau dans le cerveau. Et alors, c'est là que diffère l'explication matérialiste avec l'explication spirituelle, mais surtout post-matérialiste, c'est que c'est pas, il manque un chaînon. Et le chaînon, c'est que quand justement le filtre cérébral, le brouilleur canal+, qui est le réseau mode par défaut, qui sélectionne l'information autour du petit moi, quand il s'arrête, eh ben, il y a beaucoup d'informations qui interviennent, qui arrivent, des nouveaux champs de conscience qui se connectent, et c'est alors secondairement que les autres neurones du cerveau sont mis en réseau, sont activés. Je ne sais pas si je m'explique clairement. Ce que je veux dire, c'est que les matérialistes font une sorte de bypass, de shunt. Ils disent directement, il y a un arrêt du réseau de mode par défaut, enfin une diminution du fonctionnement, donc ça s'excite, puisque c'est plus inhibé par lui, donc le reste des neurones produisent l'expérience psychédélique. Non, en fait, il y a effectivement l'arrêt du réseau, la mise en veille du réseau mode par défaut, mais du coup, connexion à d'autres champs de conscience qui ne sont plus inhibés, qui ne sont plus arrêtés, qui ne sont plus déconnectés à cause du fonctionnement un peu hypnotique autour du réseau mode par défaut. Donc, ces champs amènent de l'information et tout, et stimulent secondairement les neurones. Donc, c'est en trois étapes. Est-ce que je suis clair ou pas dans ce que je dis? Bah, écoutez, Moyennement. pour moi, c'est bon. Pour moi, D'accord. c'est bon.
Si je résume en quelques mots, ce que ça voudrait dire, c'est que notre Oui, conscience est capable de se connecter à partir du moment où elle arrive à dépasser ce mode par défaut. Elle est oui, capable de se connecter à de l'information, voilà, contenu dans des autres cette champs de conscience. information Ouais. contenue dans les autres champs de conscience, et que Ah, cette information va venir pour, pour l'expérienceur, je dirais, oui, lui apporter soit un éveil, un éclairage, une voilà, tout compréhension à fait, et une tout à fait, tout à fait. transformation dans la psyché. Tout à fait, parce que l'information qu'il peut recevoir peut juste venir de son propre inconscient, qui était voilé par le réseau par défaut, ou par la conscience, on va dire, collective, comme dirait Jung, ou les annales akashiques, etc., ou par la grande conscience, le je suis. Mmh. Donc effectivement, on se connecte à le petit soi, le petit moi, se connecte à beaucoup plus grand que lui. Tout à fait, c'est ça. Bah, vous avez bien compris. Ouais, c'était bien expliqué. Et donc, Alors aussi, ce qui se passe aussi ouais, souvent, c'est que les matérialistes, alors dans les cliniques, ils disent, hein, ils ont même fait des échelles d'évaluation de ça. Ils disent, premier temps, dissolution de l'ego, donc mise au repos du mode du réseau mode par défaut, hein, selon eux, enfin, dissolution de l'ego, et fusion grand tout. Fusion grand tout, c'est l'expérience spirituelle. Alors eux, ils voient ça comme des excitations de neurones, fusion grand tout. Bref, mais ils parlent pas de quelque chose qui survient très souvent et qui pose beaucoup de questions à la fois ontologiques, qu'est-ce qui existe vraiment, et épistémologique, et qui pourtant arrive souvent dans les psychédéliques. Et là, ils n'en parlent jamais. C'est que les patients, non seulement effectivement vivent la dissolution du petit moi, et donc du coup la fusion, la contemplation, le contact avec le grand tout, mais aussi ils visitent des mondes intermédiaires comme le font les chamans. Et ça, on n'y échappe pas, même si on est occidental et qu'on n'est pas chaman du tout. C'est que avec les psychédéliques, vous voyez qu'il y a des mondes parallèles, des mondes qui sont peuplés, qui existent, dans lesquels il y a des esprits et qui sont d'ailleurs surpris de vous voir parfois ou que vous retrouvez quand vous faites différents voyages, comme s'ils avaient continué d'ailleurs, ils ont continué leur vie sans vous et vous les recroisez. Et c'est très fréquent ça dans l'expérience psychédélique, le contact avec d'autres mondes ou d'autres entités. Mais ils en parlent jamais dans les comptes rendus cliniques, comme si c'était quelque chose de gênant pour le modèle matérialiste. On a déjà une échelle qui nous dit bon bah quand on met en repos le mode par défaut, on a compris, c'est des récepteurs à sérotonine, super, c'est pour ça que ça se passe. Et puis donc, du coup, ça active des neurones en réseau. Voilà, c'est sûrement pour ça qu'il y a une expérience spirituelle. On va se contenter de ça, on ne va pas compliquer les choses parce que sinon, ça nous amènerait dans des endroits où ça mettrait en cause notre modèle matérialiste. Et puis, si on veut faire des affaires avec les laboratoires, avec l'université, médicales et pas trop remuer les choses qui tabous et sulfureuses et qui font peur, parce que je ne sais pas pourquoi la spiritualité ça fait peur. Hein. Bon, à mon avis, ça fait peur à ceux qui ont quelque chose à se reprocher, notamment ceux qui cherchent à contrôler les autres ou prendre du pouvoir. À mon avis, c'est ceux-là qui ont peur, parce que la fraternité, ça leur plaît pas beaucoup. Et l'expérience spirituelle, c'est moi, je suis toi, toi, t'es moi, et à la limite, il n'y a ni toi ni moi, il y a elle, la conscience. Donc, c'est pas du tout un truc fait pour faire des affaires pour les grandes compagnies, quoi. Euh, mais donc, voilà. Donc, il y a tout ce monde intermédiaire dont on parle jamais et qui existe et qui montre qu'on n'est pas d'ailleurs les seuls dans l'univers et qu'il y a des mondes, non seulement d'autres mondes physiques comme le nôtre, ça les astrophysiciens cosmogonistes, ils disent de plus en plus, oui, il y a forte chance qu'il y ait d'autres civilisations que les nôtres, hein, vu la milliards de galaxies qui eux-mêmes ont des milliards de planètes, il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls ayant gagné au loto, mais aussi dans des mondes invisibles, sur d'autres dimensions, d'autres fréquences de vibration, avec plus de conscience que notre monde ou moins de conscience, ça dépend des mondes, mais plus de luminosité, plus de vibration ou moins. Mais donc ça, c'est bien tenu parce que ça serait pas cool pour une carrière universitaire de parler des choses comme ça, hein, dans un monde matérialiste. Ou pas terrible pour des laboratoires de dire, si jamais ils cherchent à le transformer en médicament, attention, la psilocybine ou la kétamine ou le LSD peuvent vous faire visiter d'autres mondes, etc. Ça rend pas bien. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs qui se passe en ce moment. C'est tout l'enjeu parce que maintenant on a des psychédéliques comme la kétamine, comme l'ecstasy, comme les champignons psilocybine ou la psilocybine tirée des champignons plutôt, qui en sont à des études de phase 3, c'est-à-dire des études juste avant la commercialisation possible sous forme de médicaments délivrés par ordonnance. On estime qu'aux États-Unis et en Angleterre, en 2022, il y aura ces 3 psychédéliques médicaments qui seront autorisés et légaux. Donc déjà, il faudra former beaucoup de thérapeutes rompus aux états élargis de conscience, à la psychologie transpersonnelle, au chamanisme et à rituels d'accompagnement, ce qui n'est pas gagné. Mais aussi, il faudra voir est-ce que ça ne soit pas confisqué par le matérialisme ou par les laboratoires qui voudront en faire des produits bien domestiqués,
dans un package bien rationnel et rassurant, gommant ou essayant de gommer les effets spirituels pour n'en faire que, soi-disant, des médicaments biologiques, alors qu'ils vont bien au-delà. D'ailleurs, il y a des recherches qui essaient d'utiliser les psychédéliques en les modifiant chimiquement pour qu'il n'y ait plus d'effets spirituels et qu'il n'y ait que des effets thérapeutiques. Or, et là, ils se sont pris à leur propre piège dans les recherches, parce que les recherches avec, vous savez, standardisées, scientifiques, avec double aveugle, groupe contrôle, etc., eh ben, montrent, et ça, c'est pas de chance pour les matérialistes, que les psychédéliques, sur des pathologies psychiques comme la dépression, comme le trouble post-traumatique, dépression résistante aux antidépresseurs, hein, eh bien, ont plus d'effets s'il y a eu une expérience spirituelle pendant la prise des psychédéliques. Donc le modèle simple, oui, ben, ça active des récepteurs, les récepteurs changent le cerveau, et puis le cerveau il se restructure, tout seul, hein, comme un grand d'ailleurs. Où est l'architecte qui donne le plan? Où sont les connaissances grâce auxquelles il se restructure? On ne sait pas, mais ça c'est le modèle matérialiste, c'est le cerveau qui crée la conscience. Ils ne l'ont jamais prouvé, c'est le hard problème de la conscience, comme dit Chalmers, mais ils ne l'ont jamais prouvé, mais ils pensent bien trouver un jour. Non, la conscience se sert du cerveau, interagit avec le cerveau pour pouvoir avoir une action sur le monde matériel, le monde 3D de notre Terre. Mais c'est comme la conscience, c'est un peu comme les ondes, les programmes radio. On peut démonter le poste de radio, c'est-à-dire le cerveau, on ne les trouvera pas, on verra pas. S'il y a un orchestre qui joue dans le poste de radio, on peut démonter le poste de radio, il n'y aura pas d'orchestre dedans, hein. L'orchestre, ça vient des informations qui viennent des ondes. Les ondes, c'est l'équivalent de la conscience. Le poste radio, c'est l'équivalent du cerveau. C'est un émetteur, récepteur, transducteur, transmetteur d'ordre au corps, si on veut dire comme ça, le cerveau, mais ce n'est pas lui chef d'orchestre, pas du tout. C'est la conscience. Et ça, des philosophes comme Henri Bergson, William James l'ont très bien dit, hein, que le rôle primaire de la conscience, qui est c'est pas le cerveau qui crée la conscience, c'est la conscience qui sert du cerveau. C'est très différent. Donc, oui, je peux vous poser une question? oui. À ce moment-là, est-ce que c'est la molécule qui permet de vivre après cette expérience spirituelle? Ou est-ce Ouais. que c'est la molécule combinée à la conscience peut-être de la plante ou du principe actif qui a Ouais. besoin Alors, d'exister c'est tout ça. Ouais, c'est tout ça. Bien sûr qu'il y a un esprit, surtout pour les plantes chamaniques, hein, iboga, ayahuasca, mescaline venant du cactus, etc., psilocybine venant des champignons. Il y a une sorte d'inconscient collectif, d'égrégore, de champ morphique qui s'est mis autour de ces substances. Elles sont accompagnées d'un cloud, d'un nuage d'informations liées à leur usage de tout temps, comme si chaque expérience ramenait encore un peu plus dans la bibliothèque de connaissances de ce nuage. C'est-à-dire qu'on dit, et les chamans le vivent comme ça, qu'il y a un esprit associé à chaque plante, et que donc ce qui en fait une entité particulière. C'est pas la même expérience de prendre des champignons que de prendre un ayahuasca, que de prendre du cactus. C'est pas du tout la même chose, ou de l'iboga, parce que chaque plante a son florilège d'esprit accompagnateur, et elle-même a un esprit. Et mais on peut dire que c'est pas elles qui créent, hein. Elles ont un champ de conscience qui interfère avec les autres champs de conscience qu'on contacte, les esprits, avec notre propre champ de conscience qu'on peut appeler l'âme. C'est donc une interaction entre de nombreux champs de conscience qui se déclenche quand il y a une substance. La substance, en fait, au départ, elle ouvre des portes. C'est un peu comme le télescope ou le microscope, il ne crée pas ce qui est observé. Le télescope ne crée pas les planètes. Le microscope ne crée pas les bactéries, on est bien d'accord. Mais ils permettent de l'observer. Donc, en agissant sur le réseau mode par défaut, c'est-à-dire, boum, en arrêtant le brouilleur cérébral, tac, il y a une ouverture à des champs de conscience qui sont peuplés, qui contiennent de l'information, indépendamment de la substance au départ. Mais la substance, c'est vrai, ramène son nuage, son cloud, son champ de conscience à elle, pour teinter les interactions, pour teinter les informations que vont être reçues. C'est un peu une sorte de filtre aussi, ou de guide accompagnateur, la plante. En tout cas, c'est vécu comme ça par les chamans ou ceux qui en prennent. Donc ça, c'est important de se rendre compte de ça, hein, c'est que c'est pas la substance qui crée tout, c'est pas des hallucinations. Parce qu'on pourrait dire, ah bah oui, d'accord, c'est un médicament, il crée une décharge dans le cerveau et donc ça crée des hallucinations. Pas du tout. D'ailleurs, il y a des gens, quand ils prennent des substances, ils vivent la même expérience en ce moment. En même temps, ils ont les mêmes visions. Romuald Le Terrier, récemment sur C8, il donnait un exemple de ça. Il était avec un Canadien dans une Maloca, un endroit où on prend de l'ayahuasca,
Et au moment où donc, il voit un Canadien qui est juste à côté de lui, dans sa vision, il est dans un tunnel et puis il le dépasse, etc. Puis le lendemain, il en parle avec le Canadien. Mais oui, je t'ai vu, sans lui avoir dit ce qu'il avait vécu, lui, mais je t'ai vu dans un tunnel, je t'ai dépassé. Il avait vécu la même chose sans se concerter. Ça serait des hallucinations, il pourrait pas avoir des visions partagées. Parce que chacun hallucine différemment. C'est idiosyncrasique. Enfin bref, donc de toute façon, ce ne sont pas des hallucinations. Moi qui suis psychiatre, qui me suis spécialisé pendant 13 ans en hôpital, j'étais praticien hospitalier, j'ai écrit 3 livres sur les psychoses et thérapies cognitives et comportementales, donc je connais bien le fonctionnement psychotique et je suis bien placé pour dire que les visions qu'on a, enfin les visions, les connexions perceptuelles, mais d'autres mondes, quoi, c'est des connexions, c'est des perceptions, ne sont pas des hallucinations, ni des rêveries, ni des affabulations, ni du délire. Donc ça, je suis très bien placé, hein, heureusement d'ailleurs, c'est un peu mon originalité pour parler des psychédéliques en France, puisqu'il n'y avait pas trop de psychiatres qui avaient expérimenté, qui avaient fait le tour, et puis qui pouvaient en parler à la fois scientifiquement et expérientiellement. Voilà. Et Mais par contre, c'est marrant, alors donc, je disais bien, le tournant à ne pas rater, c'est de ne pas laisser le laboratoire ou la médecine matérialiste s'emparer de ça en essayant de les réduire à des petits trucs, parce qu'il va falloir vraiment accompagner, c'est pas du tout et anodin. justement, ça en est où alors? Eh ben, disons que, alors, là où les gens rejoignent un peu le chamanisme, c'est qu'ils s'aperçoivent que ce qu'on appelle le set et le setting, c'est-à-dire le cadre interne et le cadre externe, le cadre mental de la personne et de l'accompagnant, ainsi que les circonstances extérieures sont très importantes, comme le chamanisme le montre. Tout ce qui va préparer la personne, tout ce qui va travailler ses attentes, ses intentions, tout ce qui va ramener ses émotions, ses peurs avant la séance ou la première heure, enfin le temps de la séance où la substance n'a pas encore fait totalement son effet psychédélique, c'est là qu'on peut chercher les mots-clés, les suggestions, le saupoudrage de choses à dire pour que la personne soit, comment dire, mise sur les rails et soit concentrée sur les choses importantes que la substance va travailler. Donc, Donc il y a tout un travail psychothérapeutique d'accompagnement. ouais, tout ce qui avant été ritualisé, finalement, maintenant, Mais maintenant, on se va rend se compte qu'il y faire a, il y a quand même dans une certains approche éléments qu'il faut inclure psychothérapeutique. qu'il faut inclure. Parce que tout bêtement, hein, au départ, avant que ce soit même des thérapeutes qui accompagnent les patients, comme le maintenant dans les cliniques, qui sont des manuels standardisés pour savoir les procédures, quoi faire pour accompagner la personne, etc. Donc, ils forment comme des psychiatres, psychothérapeutes ou psychologues hein, maintenant. Mais avant, quand c'était au début de la recherche psychédélique, c'était des sortes d'expérimentateurs qui arrivaient, ils administraient la substance, puis après, ils observaient comme un scientifique qui regarderait une souris blanche dans une cage. Et ils ont remarqué simplement, sans parler de psychothérapie, que quand l'expérimentateur qui donnait la molécule était froid et distant, ben souvent, la personne fait des expériences négatives, voire hostiles, voire paranoïaques. Alors que quand l'expérimentateur tout simplement était chaleureux et gentil et prévenant, les gens faisaient plutôt une expérience dans laquelle il y avait de l'amour et de la joie, etc. Juste là, juste par l'attitude intérieure. Alors évidemment, quand c'est un psychothérapeute qui sait trouver les bons filons pour concentrer la personne sur ce qui est important et puis l'aider à traverser certaines passes difficiles, l'aider à donner sens à ce qui va surgir, la rassurer quand il y a besoin, voir un travail corporel accompagnateur, etc. Enfin bref, c'est à la fois de l'accompagnement hautement spécialisé, mais hautement nécessaire aussi. Et ça, il faut vraiment en parler en amont, c'est-à-dire que maintenant aux États-Unis, il y a des programmes de formation pour les thérapeutes psychédéliques, alors que c'est pas encore vraiment autorisé, mais il y a des centres où alors ils payent 10 000 $ pour la formation, Ouais, ils mais en démarrent déjà, préparation, ils anticipent en oui, en fait. préparation qu'il va y avoir besoin, une fois que ce sera Ouais. légalisé, de vrais accompagnateurs. Il suffira pas d'être psychiatre et psychothérapeute ou psychologue de base, hein, il faudra vraiment une formation spécialisée pour accompagner les gens. C'est Et extrêmement tant important. mieux, hein. Et tant mieux, hein. Ouais. Sinon, ce serait un peu comme laisser une voiture de course à quelqu'un sans lui apprendre à la conduire et sans lui apprendre le code de la route. Bah, il risque d'avoir des petits incidents, quoi. Ce ne sera pas la faute de la voiture. Alors que s'il y a des accompagneurs qui savent guider le patient, bah, on lui apprend petit à petit à gérer les effets de la substance, à se diriger comme un psychonaute, hein, un voyageur de l'esprit, un voyageur de la conscience. Ça ne s'apprend pas du jour au Comme disait lendemain. Weber. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mais oui, mais Werber, il parlait des thanatonautes. Hein, mais c'est un peu Oui, mais ça parce que c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de gens qui pensent, et moi je le pense et j'en ai fait l'expérience, que savoir se diriger dans les vastes domaines de la conscience et de la conscience élargie et de tous les mondes qui sont accessibles grâce à la conscience élargie, c'est un excellent travail de thanatonautisme, c'est-à-dire de préparation au voyage dans les bardeaux de la mort, dans les différents états élargis de conscience qu'on traverse lors de notre mort.
Je crois d'ailleurs que vous aviez écrit un livre avec Laurent Hugueli, Oui, qui s'appelait Chaman et le euh, psy, oui. le chaman et le psy, Ouais. et lui derrière a aussi écrit un livre sur les différents champs de conscience, les Les 8 différents circuits de la plans conscience, oui, tout à fait. humains et circuits de Et il conscience. classe les substances psychédéliques en fonction des niveaux du circuit où elles Hmm. interviennent. Et oui, oui, c'est très intéressant. Il y a plein de toute façon, les psychédéliques sont un excellent moyen d'étudier les rapports entre le cerveau et la conscience. C'est pour ça, Hmm. pour des chercheurs en neuropsychologie ou en spiritualité, il y a un excellent terrain d'interaction, de synergie, de compréhension mutuelle entre les matérialistes et les post-matérialistes. Et Au lieu est-ce de que se vous faire la pensez guerre, qu'en France, avec votre expérience, votre recul, euh, ces synergies sont en train de se mettre en place, non, ou alors non, c'est non, encore vraiment non, un non, non, point de non. tension ou... Non, malheureusement, je me suis aperçu et j'étais très étonné au départ, voire choqué. Puis après, bah, je me suis dit, ça m'étonne pas, c'est toujours comme ça. Euh, Dès qu'il y a un mouvement, il y a des scissions, il y a des schismes, il y a Hmm. des guerres fratricides entre écoles. Et j'ai reçu beaucoup d'hostilité. Et croyez-moi, j'en étais très surpris de la part de gens que je ne vais pas citer, mais en tout cas d'organisations qui s'occupent, soi-disant, enfin, qui s'occupent de psychédéliques, mais qui ont vu d'un très mauvais œil qu'un psychiatre comme moi parle de spiritualité, parle de post-matérialisme, parce que je pense qu'ils veulent garder le psychique dans le giron de la médecine universitaire et des choses Hmm. très respectables. Alors que c'est très respectable, la spiritualité. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Franchement, au contraire, on est un être spirituel. On a à intégrer notre dimension spirituelle. On est des êtres faits de comportements, d'émotions, de pensées, mais aussi de connexion avec au-delà de nous-mêmes, notre petit moi. Et j'étais très étonné des attaques ad hominem qu'il y avait sur moi, en gros en me qualifiant de charlatan, que mes livres, ça desservait la cause, que ceci, que ça, va, que c'était la pensée magique, etc. Alors que tout ce que je dis sur la conscience, je l'ai vérifié auprès de physiciens quantiques, et c'est aussi des données d'expérience. Par exemple, tous les phénomènes périmortels, c'est pas moi qui les ai inventés. Il y a des dizaines de millions de gens qui l'ont vécu, ils ont été théorisés, ils ont été étudiés, et il montre bien que la conscience est première et le cerveau secondaire. Parce que quand le cerveau s'éteint, par exemple, dans les expériences de mort imminente, il n'y a plus de fonctionnement cérébral du tout, électroencéphalogramme plat ou à très faible fonctionnement résiduel, et puis le cœur est arrêté, la respiration s'arrête, il n'y a pratiquement plus d'échange de neuromédiateurs, et c'est là que la conscience, parce qu'elle est libérée justement de... Là aussi, il y a le réseau mode par défaut qui forcément est en sous-fonctionnement, du coup, comme tout le reste du cerveau. Donc la conscience n'est plus attirée par cet entonnoir-là de hypnotisant du petit moi, et elle se libère, et là, elle démultiplie ses capacités cognitives. Elle est capable de capacités non locales, indépendantes du temps et de l'espace. Et ce qu'on découvre, elle est capable de réalisation métacognitive de très haut niveau, et avec des changements profonds dans la personnalité du sujet. C'est une 5-minute psychotherapy, comme disait Raymond Moody en parlant des expériences de mort imminente. Ça dure 5 minutes, mais les gens sont complètement transformés pour toute la vie. Hmm. Donc si c'était juste un dysfonctionnement et des décharges erratiques et pathologiques de neurones en souffrance, ça ne pourrait pas créer une psychothérapie complète de la personne qui change de valeur, qui change de style de vie après, qui devient beaucoup plus lumineuse et généreuse et confiante. Enfin, il se passe plein de choses. Donc, je pense que les gens sont tellement peu habitués, parce que dans le milieu universitaire français, on est tellement matérialiste, tellement la raison résonante. Et ils ont tellement peur de ça que je suis devenu, pour certains, alors pas pour tous, je ne veux pas être parano non plus, hein, Dieu merci, puis de toute façon c'est normal, je m'y attendais, mais parce que ces Il y a gens-là n'ont bien pas écrit quelques de livre, résistances. ces gens-là n'ont pas écrit de livre, donc du coup ça les embête que j'écris le livre. Et ces livres, d'ailleurs la missile psychédélique en premier en 2009 est celui-là. Et, et voilà, donc, mais ça c'est des péripéties inévitables. De toute façon, quand on fait quelque chose d'un peu pionnier, entre guillemets, hein, je n'ai pas la prétention, ou d'un peu dérangeant, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et, et moi, j'ai répondu à ces gens en leur disant, mais pourquoi on ne travaillerait pas la main dans la main? Tant mieux s'il y a deux branches, une branche matérialiste et une branche post-matérialiste. Est-ce que Elles peuvent justement il dialoguer, y elles a, peuvent se rencontrer, elles peuvent s'enrichir mutuellement. est-ce que justement il y a des liens entre les différents pays et les différents chercheurs? Parce que je sais qu'il y a des pays qui étudient ça depuis quand même déjà plusieurs années. Alors c'est souvent les pays dont sont issues en fait les plantes Oui, ou oui, les oui. principes actifs. Mais est-ce qu'il y a des liens entre les recherches en France et puis et ces pays-là? Est-ce qu'il Alors y a en France, il n'y a des pas liens? vraiment de recherche.
En Ah, France, ça, d'accord. c'est un pays où il y a une petite recherche qui se fait par les laboratoires Janssen avec une forme dérivée de la kétamine, la S-kétamine, qui s'appelle Spravato, et qui commence à être étudiée pour les dépressions résistantes aux antidépresseurs. Ok. Il pourrait y avoir un petit essai de psilocybine dans un hôpital parisien, mais c'est encore en tout début de balbutiement de recherche de protocole. Mais c'est tout par rapport aux autres pays anglo-saxons, surtout Angleterre et États-Unis. Hmm. Il y a pas de recherche, alors qu'il y a un tsunami de recherche dans ces deux derniers pays. Un tsunami. Entre la médecine psychique qui a été créée en 2009 et la révolution psychédélique qui vient d'être écrite, l'autre livre, avec Jocelyn Morisson et un ensemble de collaborateurs, euh, il y a, on est passé presque du Moyen-Âge des recherches au temps moderne. C'est-à-dire il y a une foule incroyable de recherches avec protocoles scientifiques standardisés, aux normes et tout, et qui confirment ce qui avait été fait de façon un peu moins protocolaire dans les années 50-60, c'est-à-dire la grande utilité de ces substances, elles sont utiles, la non-dangerosité, c'est-à-dire bien accompagnées, c'est-à-dire bien préparées, bien suivies, puis bien intégrées par la suite, et avec des substances fiables dont on connaît le dosage, non mélangées à d'autres substances, dans un cadre thérapeutique, sécurisant, confortable, pas avec plein de bruit de partout, des gens qui viennent... Bref, eh ben, il n'y a pas d'accident majeur, jamais. Il peut y avoir des petites bouffées d'angoisse, d'anxiété, mais qui sont réversibles et qui sont courtes, et surtout quand elles sont accompagnées par un thérapeute compétent. Mais dans la majeure des cas, c'est des expériences très, très positives et très, waouh, transformatives, on va dire. Et donc, elles sont utiles, elles ont été démontrées. Donc, principales indications, les addictions, la dépression résistante aux antidépresseurs, les troubles post-traumatiques, mais aussi maintenant on les étudie et les utilise dans l'anorexie, troubles obsessionnels compulsifs, quoi d'autre encore? Bah, D'autres choses souvent, que quand je il suis y en a une train de... structure d'angoisse, si je comprends bien, en fait. Pardon? Souvent, quand il y a une structure d'angoisse dans la psyché. Oui, alors on les utilise aussi, voilà, tout à fait, aussi pour certaines phobies sociales chez les autistes ou dans certains troubles anxieux généralisés. Voilà, tout ce qui est le petit moi qui réfléchit trop, qui se fait du souci, qui se déprime ou qui s'angoisse ou comme le trouble obsessionnel compulsif, qui se prend dans ses pensées, dans sa lutte avec ses pensées. Donc il y a un peu ça, hein, le tourbillon du réseau mode par défaut qui est trop actif. Bah, il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça. Ça, Et est-ce c'est une que facilité, ça, de dire il y a ça. il y a une ouverture dans les essais, peut-être vers toute la partie plus créative? Je sais qu'il y a des chercheurs, par exemple, Oui, qui ont alors, eu. et je voulais terminer juste avant Ah, de ok, répondre à la ouais, question de la créativité. Il y a eu des recherches qui ont montré que ça augmente la créativité, ça c'est sûr. Non seulement les doses psychédéliques, mais les microdoses. On verra ce qu'on appelle le microdosing, qui est utilisé ok. actuellement. C'est intéressant aussi. Mais avant, je voulais terminer parce qu'il y avait trois fake news, trois grandes, oui, Ah oui, fake news c'est qui ont bien, été c'est bien. colportées depuis pardon, dans les années 1970 par l'OMS et puis par les États-Unis, comme quoi c'était des substances qui étaient inutiles, faux. Donc on a montré maintenant totalement leur utilité. Dangereuse, faux. On a montré que pris d'une bonne façon dans un bon contexte, n'est pas dangereux. Et puis, addictogènes, faux. Elles sont utilisées pour traiter les addictions au tabac, à l'alcool, à l'héroïne, à la cocaïne, et de façon très efficace par rapport aux autres traitements. Donc c'est l'inverse. Elles sont anti-addictogènes. Vous voyez. Et puis, il n'y a pas d'overdose. Ou alors des overdoses qui sont tellement improbables. C'est-à-dire que là, c'est des overdoses où on peut se tuer avec de l'eau. Par exemple, si vous buvez 20 litres, cul sec, 20 litres d'eau cul sec, vous allez faire éclater vos cellules sanguines par hémodilution, dilution du sang, et vous allez mourir. Mais tout. Mais prendre trop de substances, par exemple, il y a des gens qui ont pris par erreur 200 fois les doses normales de LSD, ils ne sont pas morts. Pour se tuer avec l'ayahuasca, il faudrait boire, je ne sais plus si quelqu'un qui avait dit 1,5 litre ou 3,5 litres, je ne sais plus, mais c'est énorme, c'est impossible. Quand vous buvez l'ayahuasca, vous en prenez quelques millilitres et c'est dégueulasse au goût, excusez-moi l'ayahuasca, mais c'est impossible d'en boire 1 litre, vous avez déjà tout vomi bien avant. Donc, il n'y a pas de dose létale, c'est-à-dire qu'on peut Ça pas vient se pas tuer avec. activer les mêmes circuits dans le cerveau, si Eh ben, c'est peut-être parce que ça active des circuits qui sont naturels dans le cerveau, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y ait une endohuasca, une ayahuasca endogène, ça stimule des neurotransmetteurs qui sont déjà dans le cerveau. Donc c'est facile à digérer, facile à éliminer. Ça crée des expériences super fortes, mais au bout de quelques heures, vous revenez à la normale. Ça veut dire que c'est pas comme un toxique qui se serait stocké et qui sera accumulé dans le cerveau. C'est des choses que le cerveau sait très bien traiter parce qu'il les a déjà avec lui. Et même certains font l'hypothèse que si les grands singes sont devenus des hommes, c'est parce qu'ils ont eu des
notamment, et que ça a augmenté leur capacité cognitive, leur capacité de langage, leur capacité de penser, et que ça a facilité la bifurcation vers un cerveau qui est devenu plus grand, etc. Donc il y a même des gens Ouais, comme fascinant. Terence McKenna, par exemple, qui est un auteur connu pour ça, mais avec plein d'autres, qui a écrit quelque chose sur The Stoned Ape. Ape, ça veut dire singe, APE, un grand singe. Puis stone, ça veut dire il est stoned, quoi. Il est sous influence de substance. Et bien comme ça serait ce singe-là qui aurait bénéficié par son interaction symbiotique, synergistique avec les plantes, qui aide les gens à prendre conscience, qui aide les êtres de la Terre à prendre conscience aussi, ces plantes, pour qu'ils les utilisent, donc favorisent leur croissance. Donc c'est une synergie, c'est une symbiose, quoi. Donc même l'écriture, l'acuité de la vision, ça apparaît dans des civilisations où les hommes ont des rapports avec ces substances, avec ces plantes antéogènes ou hallucinogènes, on dit, mais j'aime pas, visionnaires, qui donnent des visions. Donc, enfin bref, ça a été développé beaucoup par Terence McKenna et par d'autres, mais ça, c'est un peu spécialisé. Donc, le lecteur qui serait vraiment très intéressé pourra trouver des références. Mais pas toxique, du coup. Que le cerveau ne vit pas comme toxique. Ouais, c'est important qu'il n'y ait pas cette notion d'addiction Ah, qui ait totalement, été oui. prouvée, parce que Bien sûr, bien sinon sûr. on reste dans des croyances limitantes et on se Ah, bien sûr. protège de quelque chose qui va faire du bien finalement. Ah bah pourquoi c'était interdit? Parce que pas pour des raisons scientifiques. Dans les années 50-60, il y avait des milliers de patients qui avaient bénéficié de ça. Il y avait une douzaine de livres décrits, 6 congrès internationaux qui avaient été faits. Enfin, tout ça allait dans le même sens. C'était utile, c'était efficace. Mais ça déstabilisait tellement toutes les structures de contrôle et de Mmh. pouvoir sur les consciences des citoyens. Ça peut être la famille, les parents, ça peut être les lobbies, tous ceux qui ont quelque chose à nous vendre, donc à nous faire consommer, donc à nous maintenir dans un état de dépendance, des hommes politiques qui peuvent nous manipuler facilement quand on est dans une conscience rétrécie ordinaire, alors que tout ça élargissant, ça rendait des gens qui étaient pour les mouvements pour les droits civiques, le féminisme, le pacifisme, pour les Indiens natifs d'Amérique, enfin ça déclenchait une jeunesse qui était initiée, alors certes sauvagement, mais pour une première fois à des réalités qui étaient autres que celles du matérialisme économique, je parle. Et ça affolait complètement les patients qui disaient mais ils sont plus dans le système métro boulot dodo, ils sont plus je vais apprendre à l'école pour aller dans une usine et travailler. Maintenant je parle de communauté hippie, je parle de love and peace, je parle d'arrêter la guerre, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Faites quelque chose, sauvez nos enfants. Alors les médias, les hommes politiques bien sûr ont embrayé parce que les médias aiment le catastrophisme et sont souvent à la solde des politiques, et les politiques, eux, ne voulaient pas d'une jeunesse qui leur dise allez vous faire voir, on va s'occuper de nous sans passer par vous. Est-ce que là on est dans un Ce sont des déconditionneurs, des détonateurs sociaux. Hein. C'est pas pour rien qu'on appelle le LSD l'acide. Hein. Ça, comme un acide, ça ronge toutes les structures de contrôle et de pouvoir. Hein. Le est-ce LSD, que justement c'est pas pour ça que excuse-moi, maintenant à ah peu près au même pardon. moment que la bombe atomique est née. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais il y a un pouvoir c'est vraiment comme des acides à maintenir dans des fioles parce que ça a un sacré pouvoir. Mais un pouvoir, quand il est bien dirigé, qui est curatif, qui est intelligent, qui est épanouissant, qui est indispensable à l'évolution humaine, parce que si on n'évolue pas, si par exemple on ne devient pas plus écologique, plus fraternel, tout ce que propose et provoque les psychédéliques, eh bien notre monde va aller très très mal, si ce n'est déjà pas trop tard, espérons-le, mais il y a besoin d'un grand sursaut. Et les psychédéliques ne sont qu'un des éléments de ce sursaut. Peut-être le coronavirus en est un autre, à sa façon, il est très négatif, mais en même temps, il a entraîné plein de nouvelles questions, plein de propositions de changement de comportement, allant dans le sens de l'écologie, de moins d'avions, de moins de consommation, etc. Donc, il y a plusieurs facteurs qu'il faut qu'ils interviennent ensemble pour qu'on se bouge. Parce que moi, le premier, j'ai du mal à me bouger. Tant que j'ai pas les pieds dans l'eau, j'ai du mal à me dire, oh, bah, tiens, il y a peut-être une fuite. Tant que la maison brûle pas, on va peut-être faire quelque chose parce que là, c'est plus le moyen de faire business as usual. Donc, C'était justement la ouais, question que je voulais vous poser, vous l'avez un peu anticipé. On est dans un monde où les structures de contrôle sont ressenties par, et pas que les jeunes, hein, même toute génération confondue, de plus en plus fortement. Et en même temps, on voit un regain pour justement des pratiques un petit peu ancestrales où souvent les psychédéliques, les plantes de pouvoir, comme on appelle ça dans le chamanisme, sont au cœur de ces rituels. Et peut-être maintenant, enfin, vous y avez répondu quelque part, mais c'est pas pour rien, j'imagine, que
les consciences des gens maintenant sont de nouveau attirées en fait vers ces expériences. Est-ce que Oui, vous avez un recul par rapport à ça ah bah bien sûr, quotidien? ça va de pair avec l'intérêt pour le néo-chamanisme hein, qu'il y a en ce moment. J'ai mon ami Jocelyn Morisson qui a créé une revue avec d'autres qui s'appelle Native, qui est vraiment sur les peuples premiers, quoi. Et l'intérêt et l'importance de ce qu'ils ont à nous apprendre, bien sûr que ça va ensemble. C'est pour ça que les psychiques ne sont qu'une des pièces du puzzle avec plein d'autres choses pour augmenter le niveau de conscience, pour un monde plus conscient, sinon il va à sa perte. Parce que les structures de contrôle du capitalisme ou du néolibéralisme, elles servent à quoi? Elles servent à drainer l'énergie et l'argent vers un happy few, vers une oligarchie, vers un certain nombre de gens qui tiennent les manettes et l'ascenseur de l'argent qui va vers eux. Point barre. Très peu qui retombent. Hein. Il disait qu'il y aurait un ruissellement. Plus on enrichissait les riches, plus ça retomberait sur les pauvres. Eh, mon œil, s'il y avait un ruissellement, on devrait être noyé là en ce moment. Ça devrait nous dégouliner dessus de partout, tellement il y en a au haut de l'argent. Mais il ne redescend pas. Et ces structures de contrôle-là ne veulent surtout pas entendre parler de spiritualité, de psychédélie, etc. Parce que, comme disaient les chamans, ça crée un empowerment, tout ça. Le contact avec la terre, avec les esprits, avec la puissance de la nature, avec les psychédéliques, ça crée un empowerment, c'est-à-dire une montée en puissance. Ça nous donne des ressources pour se rendre compte qu'on n'est pas si nul et dépendant que ça, et même contesté par des mouvements citoyens et civiques, et reprendre le contrôle de la démocratie pour plus qu'elle soit représentative. C'est-à-dire que pendant 5 ans, on élit un tyran, on ne peut rien y faire. Et non, il faut une démocratie participative où les hommes politiques sont choisis parfois au hasard ou tirés au sort, et puis s'ils veulent, tant mieux, s'ils veulent pas, tant pis. Ne sont pas des professionnels de la politique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de ça pour vivre, sinon ils ont tendance à proroger leur mandat. Sont révocables, en tout cas, dès qu'ils ne suivent pas le programme pour lequel ils ont été élus, sont élus que pour très peu de temps, 2 ans, pas plus, parce que sinon ils vont s'installer, etc. Parce que sinon, c'est comme si dans une famille, vous disiez, bon, ben, pendant 5 ans, on va dans notre famille, on va dire qui va être celui qui va prendre des décisions pour tout le monde et les autres n'auront plus qu'à fermer leur bouche. Bah, je vous assure, dans la famille, ça va péter avant 5 ans. Hein. Vous vous rendez compte, ce serait horrible. Et nous, c'est ce qu'on fait. On donne notre pouvoir et puis après, on ne peut plus agir dessus. Alors, parce qu'après, on élit un président juste parce qu'il ne fallait pas élire Marine Le Pen. Quoi. Super comme programme. Non, on n'était pas, la quasi-majorité, la grande majorité française n'était pas d'accord avec le pouvoir de notre président actuel, avec le pouvoir, avec le programme, avec ses façons de faire. Mais on l'a subi parce qu'on a une sorte de démocratie qui ne marche plus, qu'on appelle la démocratie participative, représentative, où on donne notre pouvoir pendant 5 ans, comme ça, à un type. Puis après, il fait ce qu'il veut. Et on n'a plus de moyen d'interagir vraiment. Ou alors, il y a soi-disant des consultations citoyennes. On a bien vu, hein, pour par exemple le climat, il y a une On a super vu ce que ça a consultation. donné. Et ils avaient mis dans le moratoire de ne pas autoriser tout de suite la 5G. Bien sûr, la première chose qu'a fait le gouvernement, il s'est assis dessus et il vend pour plusieurs milliards à des distributeurs de 5G. Enfin bref, mais ça sera tout comme ça. C'est-à-dire qu'on est assez bête pour pas savoir qu'on a du pouvoir si on se met ensemble et qu'on agit ensemble. Mais c'est des habitudes, c'est de la dépendance, c'est de la peur. Mais moi, je critique pas les gens, je suis le premier. Je suis le premier comme ça. Je Et descends de temps c'est en temps vrai que les dans vous expériences manifester. Mais... de psychédéliques, les expériences de ces états de conscience élargie, hem, redonnent à la personne la compréhension que sa conscience agit en fait sur tout ce qui l'entoure. Donc on revient effectivement sur cette Tout notion à de fait, pouvoir personnel, créateur dans sa tout vie, à fait, mmh, tout à fait. Oui, oui. OK. Je peux pas le Je dire vous mieux que vous, c'est ça. d'accord. Ce que je vous propose, c'est peut-être, de parler un petit peu de ce qu'il y a dans le livre et de ce qui pourrait donner envie aux gens d'aller le consulter, d'aller l'acheter, de Oui, 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 oui. Bah, dans le livre, on reprend en le détaillant tout ce qu'on vient de dire là, notamment l'importance pour la médecine, pour la spiritualité, pour la société. Et puis on détaille, et là c'est là qu'il y a plusieurs collaborateurs qui interviennent, substance par substance, les grandes substances qui sont étudiées actuellement, en faisant un chapitre pour chacune d'elles et en montrant quels sont leurs effets, quelle est leur efficacité et euh, de quoi il faut, comment il faut les, enfin, dans quel contexte on peut les prendre de manière sécurisée. Et il y a ainsi, je vais regarder parce qu'il faut que je cite les gens quand même. Bon, la kétamine, c'est moi qui l'avais fait le chapitre. Pour le LSD, c'est Alexandre Caranta qui est philosophe. Pour les champignons psilocybine, c'est Alexandre Perret, qui est psychologue. Pour l'ayahuasca, c'est Romuald Le Terrier, le célèbre Romuald Le Terrier, qui nous a fait l'honneur de faire le chapitre, qui est donc ethnobotaniste.
Est-ce que Alexandre Caranta, c'est celui qui travaille aussi avec la lampe Oui, tout à fait, hypnagogique tout à fait. Il y D'accord. a Isidore Moubenguy qui était un pseudonyme, qui est un psychiatre français brillant, mais qui n'a pas voulu donner son nom. Donc, il parle de l'iboga. Donc, ça donne pas mal de points de vue différents. Et les cactus par Vincent Basset, qui est chercheur en socio-anthropologie, spécialiste du Mexique. Et puis voilà. Puis moi et Jocelyn Morisson, on a fait l'introduction, les généralités, moi la kétamine, réflexion sur le cerveau, l'esprit, les mécanismes d'action des psychédéliques, ça c'est moi, et puis une conclusion aussi. Donc voilà, c'est un livre où il y a beaucoup de références scientifiques aussi pour que les gens puissent se dire, bon voilà, ce dont on parle, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est pas des élucubrations d'illuminés New Age, c'est vraiment tiré des études par des laboratoires, des cliniques vraiment très sérieux aux États-Unis et en Angleterre. Qu'est-ce que Mais ça ouvre des perspectives à la fin justement sur leur rôle pour le changement de la société et des mentalités, quoi, sur leur importance. ok, c'était ma question, c'est qu'est-ce que vous attendez en fait de l'impact de ce livre? Est-ce que vous l'avez fait avec une intention particulière? Alors, ce livre, en fait, il est venu à moi, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'avais pas de projet de le faire. J'ai eu une intuition qui m'est venue en me disant, mais il y a tellement de choses qui se passent autour des psychédéliques que le livre de 2009, maintenant, il demande vraiment à être réactualisé. Et puis notamment, comme j'avais plus évolué dans le modèle post-matérialiste sur l'importance de la conscience, je voulais plus mettre en lumière ces médicaments, ces super substances, sous euh, comment, la priorité de la conscience. Enfin, et donc, je me suis dit, ah, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai juste écrit sur Facebook qui est intéressé pour collaborer avec moi, pour faire le livre. Et là, j'ai eu plein de propositions très intéressantes, de gens tout à fait compétents et qui étaient expérimentés. Et tout de suite, il y a Jocelyn Morisson qui a dit oui. Tout de suite, il a trouvé Très Daniel. Tout de suite, Très Daniel était super chaud, l'éditeur, hein, Très Daniel. Ouais, ouais. On a eu le contrat. Tout de suite, les gens se sont mis au travail. Tout s'est fait, mais alors avec une facilité déconcertante. Donc, c'était vraiment le truc qui était en l'air, là, qui demandait à être Et incarné, quoi. L'âme attendez, du ouais, livre qui était là, qui demandait à naître dans un cerveau, puis que ça soit répandu. Donc, c'est pour ça. Euh, et puis il y en aura peut-être d'autres de livres comme ça qui viendront, mais c'est pas mon seul domaine d'études et d'expertise. Là, je suis en train d'essayer d'écrire un livre sur 2 ans qui mélangera philosophie, notamment l'aspect métaphysique, sciences, notamment postmatérialisme, psychologie, notamment psychologie transpersonnelle et état énergie de conscience, religion, mais plutôt la branche mystique. Le point final commun, ce que Huxley appelait la philosophie pérenne, mais on pourrait appeler ça de plein de noms, le tronc final commun que conduit comme une sorte d'alambic qui distille l'essence de voir, et ça s'appellera peut-être Dieu ou la conscience, ou Dieu 2.0, c'est-à-dire on élimine tous les dogmes, on élimine tous les trucs inutiles, les anthropomorphisations de Dieu et tout, et on regarde, mais chez des auteurs très divers, hein, ça peut être Shankara pour la Dvaita Vedanta, ça peut être Plotin pour les philosophes, ça peut être pour les gnostiques Jung et la gnose, peu importe. Il y a, vraiment, ça demande alors, je suis en train, je reçois c'est une chaque synthèse semaine, je impressionnante. reçois chaque semaine 5 livres d'Amazon, comme pratiquement, ou d'autres différents, parce qu'il n'y a pas qu'Amazon surtout, parce que c'est un GAFA, mais il y a des fois on est obligé de passer par lui, mais ou la Fnac ou d'autres libraires indépendants. Je reçois au moins 5 livres par semaine. Je suis dans une phase où je refais tout, la philosophie, la religion, tout ce qui manquait, parce que bon, la science ça va, la psychologie ça va, mais Et avec Jocelyn Morisson aussi, ce sera probablement montrer la quintessence de tout ce qu'on est en train de trouver entre la science et la conscience et la mystique et les psychédéliques et les méthodes est-ce qu'on a spirituelles. déjà des informations sur ce que ça peut donner en termes d'impact sur les cellules, l'expression des gènes, ce genre de transformation? Est-ce que, euh, ou même ce qu'on pourrait appeler les mémoires transgénérationnelles? Oui, bah, de toute façon, la conscience est guérisseuse, hein. La conscience, on pourrait dire que c'est l'équivalent de la vie, VIE, c'est-à-dire vibration, information, énergie. Quand des systèmes sont en perte d'information, de vibration ou d'énergie, l'apport de la conscience vient guérir, soigner. Comme un peu ce que vivent les gens avec la lumière dans certaines expériences spirituelles ou dans les expériences de mort imminente. Ils sont vraiment soignés et guéris par la lumière. Il y a des cas célèbres, hein. Amrita Mourani qui a écrit un livre où elle était cancéreuse en phase terminale, elle a fait une expérience de mort imminente et bing, plus de cancer. C'est pour vous dire que la lumière, qui est une des facettes de la conscience, avec l'amour,
l'information, la paix, la sérénité, ce sont des facettes de la conscience. Ça. La conscience, on dit qu'elle est négantropique, c'est-à-dire qu'elle réintroduit de l'ordre et de l'information et de l'harmonie là où il y a eu perte d'information, d'ordre et d'harmonie. C'est-à-dire où la cellule est en train de mourir, où le système est en train de dégénérer. Donc, la conscience, c'est vraiment un pas dans la conscience, un pas dans la souffrance, c'est une nouvelle méthode. Si dans des thérapies comme la cohérence cardiaque, le FT, le MDR, le focusing, le TIPI, ou la régulation du sol, plein de méthodes actuelles sont là-dessus, la personne garde en conscience ce dont elle souffre et en même temps, elle amène une conscience plus large. Et un peu comme le soleil vient fondre la glace naturellement, sans avoir besoin de comprendre pourquoi ni comment, sans effort, la conscience réintroduit ordre, information et harmonie, et donc vie dans le système en décomposition ou mourant. Donc bien sûr qu'on sait que la conscience est importante. Les guérisseurs, quand ils travaillent en état d'énergie de conscience, ils modifient leur champ électromagnétique et ils modifient celui des autres. Il y a des appareils très simples qu'on peut acheter sur Internet, notamment le Gas Discharge Visualization de Konstantin Korotkov, qui est un appareil qui permet de mesurer les différents champs électromagnétiques autour du corps. Et ce qui est vachement marrant, j'ai déjà fait l'essai, quand vous-même vous faites une thérapie à quelqu'un en état de conscience élargie, si vous faites avant la thérapie et après, vos propres champs sont augmentés en santé. Et pas seulement ceux du patient, mais vous aussi. Vous vous faites du bien en canalisant des énergies de guérison et de conscience. C'est ça qui est marrant. Hein. Et il y a ça, par exemple, c'est ça le bon ruissellement, alors. Voilà, totalement. C'est s'enrichir de conscience pour enrichir l'autre aussi. Exactement, bien vu. Ça, il faudra le garder au montage, c'est une bonne remarque. On va la garder. Bah oui, c'est l'inverse. C'est la polarité opposée du capitalisme et du libéral. C'est-à-dire, c'est égalité, fraternité, liberté, entre guillemets, même pour les cellules. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans un cancer? C'est que il y a certaines cellules qui s'enrichissent, qui grossissent sans respecter l'écologie naturelle du corps, et quitte à faire crever le corps, elles vont aller jusqu'au bout. Et ben, les capitalistes, c'est pareil. Quitte à faire crever la planète, ils vont s'enrichir ils vont faire leur tumeur. Et puis nous, on va crever parce qu'ils nous auront colonisés. Comme ils ont colonisé les pays africains, eh ben, ils colonisent maintenant nos civilisations. C'est des vraies sauterelles, hein, les capitalistes néolibéraux. Et donc oui, la conscience, bien sûr que l'amour avec un grand A, c'est-à-dire inconditionnel, l'amour qu'on peut ressentir dans les psychédéliques, dans des expériences spirituelles, eh bien, c'est une perception d'une des qualités de la conscience. La lumière aussi, comme je vous disais, ou la connaissance absolue. Les gens qui font une expérience de mort imminente, ils sont entourés d'une lumière, d'un amour incroyable, et qui contient toute la connaissance du monde. Et pendant un moment, ils ont l'impression de tout comprendre. Mais quand ils reviennent sur Terre, après, leur petite conscience n'a pas pu tout garder. Ils ont filtré. Par contre, 40% développent des capacités parapsychologiques après une expérience comme ça. Et beaucoup se mettent même si le gars était mécanicien ou un jardinier, se mettent à étudier la physique quantique, ils se mettent à se mettre dans l'écologie et tout. C'est-à-dire que ça transforme vraiment les gens, la conscience, ça et la lumière. Bon, est-ce que... j'ai parlé très vite, j'espère que la plupart des gens c'est bien. auront un peu suivi parce que... C'est bien. Est-ce qu'il y a une prochaine étape, d'après vous, dans ce cheminement? Alors là, on parle de conscience, on parle aussi de psychédéliques qui vont ouvrir les perceptions, on parle d'autres approches finalement. Est-ce que vous avez déjà un pressentiment de la prochaine étape? Qu'est-ce qui attend peut-être les personnes qui suivent ce genre de chemin et après, de manière plus globale, qu'est-ce qui attend l'humain au sens large? Si je veux vous parler franchement, De préférence. j'avais envie d'écrire un livre qui disait « c'est déjà foutu » ou « on est déjà foutu ». foutu. On est foutu. Ça se fait pas de dire ça parce qu'on est co-créateur de notre réalité, donc en disant ça, on risque d'accélérer. Mais il y a une partie de moi, quand elle voit les mécanismes humains, individuels ou collectifs, les intérêts en jeu, la puissance de l'argent, la puissance toxicomanogène de l'argent et du pouvoir, hein, sont des vrais, moi j'appelle ça des argomanes. C'est du grec, argos ça veut dire argent et man ça veut dire folie. Ces gens qui sont fous de l'argent et du pouvoir, quoi. Qui se comportent comme des psychopathes et qui lâcheront rien jusqu'au dernier moment, même si on croule sous les explosions, les déforestations, les ouragans, les sécheresses, les incendies.
enfin tout ce que vous voulez, tremblement de terre, tout ce que vous voulez, tous les typhons, la pauvreté, l'inégalité, la faim, les gens 1 milliard qui n'ont pas assez à manger, qui crèvent de faim alors qu'on prend en nourrir 7 milliards sur Terre, enfin tout ça, plus notre besoin de confort, notre peur du changement, notre crédulité face aux hommes politiques, notre incompétence complète en économie, parce qu'on ne nous formera jamais là-dessus. Hein. On nous fait croire que c'est soit le communisme, soit le communisme marxiste, soit le capitalisme, il n'y a pas d'autre alternative, alors que c'est faux, il y en a plein d'autres. C'est une course contre la montre, qui n'est pas rationnelle. C'est-à-dire que les psychiques vont peut-être jouer un rôle. En France, je ne sais pas quand, hein, parce que le temps qu'ils soient bien utilisé, bien connu et autorisé, je veux dire, il y a peut-être un temps de 10 ans. Et 10 ans, je ne sais pas si on les a. Hein. C'est un truc, ça va dépendre de tellement de choses, c'est complètement imprévisible. C'est pas sûr qu'on gagne cette course contre la montre. Elle est déjà bien engagée et pour l'instant, on a perdu beaucoup de points. Il y a des cycles, des exponentiels du genre le permafrost qu'ils font et en fondant ils libèrent du gaz carbonique, donc ça réchauffe l'atmosphère, donc comme ils font, etc. Il y a plein de cercles vicieux qui sont en train de s'installer. Les océans qui ne respirent plus ou qui ne régulent plus, qui ne jouent plus le rôle de climatiseur. Donc ça va augmenter la glace qu'ils font. Les élargissements du champ de conscience, du grand champ de conscience, on va dire, oui. Et après l'impact sur les consciences plus individuelles. Bien sûr, les petites consciences. Pas son exponentiel aussi. Peut-être, il faut espérer. C'est juste, il faut espérer. J'en sais rien. Je suis pas capable de sentir ça malheureusement. Mais c'est vrai, comme vous le dites, et ça, il y a des travaux qui le montrent, les petites consciences qui viennent de la grande conscience, qui sont des champs différenciés de la grande conscience, ont en retour un impact sur la grande conscience. Ils ramènent de l'information. C'est du rétro-feedback. Voilà, et peuvent modifier la grande conscience. Par exemple, on sait que quand on mesure, on va dire, le champ de conscience de Gaïa, vous savez, avec des générateurs de nombres aléatoires qui normalement fournissent autant de 0 que de 1, sauf quand il y a des grandes émotions qui secouent tout le globe. Et ils ont mis dans plein d'endroits du monde des générateurs et qui prévoient les catastrophes ou les changements émotionnels de la planète quand il y a des grands événements. Parce que quelques heures avant, même quand c'est des changements complètement imprévus, inattendus, genre le 11 septembre, etc., il y a un affolement des compteurs qui ne sont plus aléatoires, comme si il y avait une sorte de conscience collective qui est mise en œuvre, qui est précognitive, qui prévoit qu'il va y avoir un danger et qui fait réagir les générateurs de nombres aléatoires. Ça, c'était démontré. Et tous les grands éléments collectifs où il y a beaucoup d'émotions populaires, les grands procès, etc., ça agit sur ces générateurs. C'est-à-dire que nos petites consciences peuvent avoir un effet sur la grande conscience qui, elle, va avoir un effet sur le monde. Donc, on peut passer par ce canal-là. Mais si on... Tant mieux, j'espère. Mais si on pense juste passer par la rationalité, le temps que tout le monde se bouge, que tout le monde arrête de prendre l'avion, que tout le monde se mette à boycotter les grands lobbies qui polluent et qui créent des pesticides et des machins, tout le monde achète local, bio, et lui-même fasse un peu de permaculture avec son jardin, etc., etc., etc. Si on attend ça, à mon avis, ça ne va pas le faire, on est perdant à ce niveau-là. Enfin, à mon avis, après, c'est très subjectif, évidemment, mais voilà, je préfère être alarmiste pour qu'on ait envie de se bouger, mais pas trop pour pas qu'on soit découragé, parce qu'il faut toujours être la voie du milieu. Si on en fait trop, tout le monde se décourage, c'est foutu, allez, on attend la fin du monde. Si on n'en fait pas assez, bon, ben ça va, c'est pas si grave que ça. Oh, ça va bien passer. Finalement, c'est des cycles. Il y a déjà eu ça avant dans le passé, les négationnistes du climat, comme ça. Là. Non, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Sinon, il faut réveiller les autres quand ils sont dans leur lit et qu'il y a un incendie. Il faut leur dire, allez, ça brûle, venez. Ben, sinon, c'est non-intervention à personne en danger. Mais après, là là, c'est chaud. Hein. On va dire que c'est chaud. Hein. Pas que le climat, hein, mais. Est-ce que vous avez, vous, eu une expérience avec une de ces plantes ou un de ces psychédéliques qui, justement, vous a amené à un autre niveau de conscience sur certains sujets, Ah bah oui, bah dans les pays où c'est autorisé, je répète, où c'est autorisé, pas en France, où c'est illégal, j'ai fait pas mal d'expérimentations personnelles ou avec des gens que j'ai suivis. Et bien sûr qu'à chaque fois, pratiquement, avec ces grandes substances, on a des expériences de compréhension approfondie de soi-même, des autres, de sa lignée transgénérationnelle, de tous les êtres qui vivent sur Terre et des êtres qui vivent dans d'autres dimensions, excusez-moi, et puis même de la conscience d'origine, la conscience originelle, le champ primordial unitaire de la conscience. C'est pratiquement à chaque fois. Enfin, moi, chaque fois que j'ai pris, j'en ai retiré des compréhensions nouvelles. C'est pour ça ce que je vous dis ce soir, comme ça,
je ne l'ai pas inventé, je suis un peu le reporter qui essaye de donner une forme et de dire l'indicible, parce il y a deux, ces substances induisent des états spirituels, mais qui ont deux caractéristiques presque opposées. D'une part, leur caractère noétique, c'est-à-dire que les gens qui disent ça, ils disent ça, comme dirait Platon, c'est le monde des idées intelligibles, c'est plus réel que la réalité sensible qui est sujette au changement, au devenir. Ça, c'est plus réel que la réalité, disent les gens. Et donc, ça prend une sorte de statut d'autorité cognitive, c'est-à-dire, j'ai pas rêvé. C'est quand on est dans ce monde-là, en état habituel rétréci de conscience, qu'on est dans un rêve ou un cauchemar et qu'on est complètement obnubilé. Là, ça élucide, ça ouvre, ça amplifie la conscience. Donc, on perçoit plus, on perçoit pas moins ou distordu. Parce que les gens disent altération. Non, c'est une altération si on veut, c'est plutôt une amélioration. Et donc ça, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que oui, donc Qu'avec ces modifications, oui, voilà, on apprend toujours quelque chose. Je l'ai fait avec beaucoup de gens, mais j'étais en train de dire autre chose. Oui, alors que ça prenait sur soi, sur l'autre, sur le monde, l'univers, et puis même sur les autres univers, et même sur la conscience qui est à l'origine de tout. Et ça, donc, ça, à chaque fois, vous ouvrez des nouvelles portes, vous ouvrez de nouvelles fenêtres, vous voyez des nouveaux paysages. C'est pas possible de rien voir, rien vivre avec ces substances. Donc, bien sûr que du coup, moi, ça m'a permis de mieux comprendre ce que c'était les expériences périmortelles, l'indépendance de la conscience vis-à-vis du cerveau, ce que c'était des champs de conscience, etc. Le chamanisme, pareil, c'est sur des boucles, c'est-à-dire que chaque chose alimente l'autre. Le chamanisme a aussi ouvert sur ces mondes-là, etc. Donc, mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question d'ailleurs. bah, en fait, d'une certaine manière, oui. Après, je vous demandais si, il y avait une expérience en particulier qui avait ouvert quelque chose et Bah, une compréhension qui est suffisamment, marquante, persistante, pour être peut-être quelque chose qui vous motive, qui vous drive, quelque chose qui vous fait par avancer, exemple. en fait. Ouais, 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 ouais. Par exemple, la kétamine, qui est interdite en France, donc c'est pas en France, hein, ça se passe. Je l'ai pris un certain nombre de fois. Euh, Laurent Hugli, quand il décrit les 8 circuits de la conscience, eux-mêmes décrits par Timothy Leary, qu'ils avaient lui-même emprunté à d'autres, bref, il met la kétamine au 8e niveau de conscience, c'est-à-dire la conscience qui crée le monde, la cosmogénèse, quoi. On est dans le cerveau pensant de l'univers, on est dans la chaîne de fabrication de ce qui deviendra la matérialité, quoi. C'est à très haut niveau. Ben, la kétamine, à plusieurs reprises, m'a mis vraiment au cœur du réacteur, quoi, en plein dedans. Je sentais ce que c'était que d'être l'univers conscient. C'est indicible. Ah oui, voilà, c'est ce que je disais. C'est les deux qualités, justement, des expériences. Elles sont à la fois noétiques, donc on sait que c'est plus vrai que la réalité, on n'a pas rêvé, et en même temps, elles ont un côté indicible, très dur à retranscrire dans le petit vocabulaire conditionné de notre petit cerveau humain. Donc, ben là, par exemple, c'est justement là, je l'ai vécu au niveau noétique. Ah, ça n'a rien à voir. C'est, waouh, c'est ça. Enfin, c'est un étonnement, c'est une surprise, c'est un émerveillement, c'est à la fois ça, je sens et je comprends, mais je peux pas, Découverte. peux pas trouver des mots, c'est un Mmh. peu indicible. Ça, j'ai vécu plusieurs fois, ce niveau. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la kétamine, elle déclenche des synchronicités encore plus que les autres substances. C'est-à-dire, quand on est à un certain niveau, on est dans la conscience qui fabrique, dans la conscience qui va donner des ordres, qui va informer la matière. Et si à ce moment-là, on pense à quelque chose ou on a une intention, et ben, quand on redescend sur Terre, entre guillemets, quand la substance a fini son effet, très très souvent, les coïncidences, les choses qu'on a demandées, les synchronismes se réalisent. J'explique bien, c'est presque une substance de sorcier, ça, on va dire, entre guillemets. Je ne sais pas ce que ça donnerait dans de mauvaises mains, hein, quelqu'un qui mettrait une intention négative. Bon, je préfère même pas y penser, et puis pas encore à qui que ce soit, mais, euh, mais voilà, ça, par exemple, oui. Quand j'avais fait au Pérou l'ayahuasca, j'ai vécu lors d'une séance des choses qui s'étaient passées dans le passé que je ne connaissais pas, des choses qui se passaient à distance, en même moment, que je ne connaissais pas, et qui se sont avérées vraies. C'est-à-dire, on m'a dit, oui, oui, c'est bien passé ça. Comment tu as su ça? Ben, c'est pendant que j'étais sous l'ayahuasca. Oui, c'est passé ça à 4000 km en France. Comment tu le sais? Ben, j'étais en train de le lire ici en séance, en plein milieu de la jungle amazonienne. J'ai vu les esprits, j'ai vu comment les chants des chamans les repoussaient avec les Icaros, les chants, avec la Mmh. lumière, avec les shakers, ça, comment on appelle Les ça, les hochets. raccoons, les hochets, voilà, très bien. Ça, je l'ai vu. J'ai vu aussi à la même séance, j'ai vu ma fille. Je ne voulais plus d'enfants. J'avais 3 enfants qui étaient assez grands.
Et j'ai vu tout d'un coup que j'avais une petite fille qui s'appelait Milona qui chamanisait avec moi. Et 9 mois après être rentrée de là, elle était née. C'est une enfant de l'ayahuasca, quoi. C'est un esprit qui a profité, le coquin, du canal qui s'est ouvert en moi pendant le truc, qui voulait plus d'enfants. Parce que là, c'était impossible de refuser. C'est tellement plein d'amour, tellement beau que c'est comme si je m'étais mutilé d'une partie de mon corps si j'avais dit non à ça. Et donc, dès que j'avais fini la séance, j'avais écrit par mail à ma femme qui était en France, à 4000 km, ou je sais pas, plus, je sais plus combien c'est, le Pérou. Peut-être 10 000, je sais rien. Et je lui dis, on va avoir une petite fille qui s'appelle Milona, quoi. Pour moi, et puis elle était ravie parce que elle n'en espérait plus parce que j'avais dit non, je suis trop vieux maintenant, à 50 ans. Non, j'avais quel âge à l'époque je devais avoir 46 ans. Maintenant, elle a 11 ans, donc ça fait aussi ça. Je dis non, je suis un peu vieux pour avoir de nouveau me remettre dans les couches et tout. Puis j'ai adoré. Puis heureusement, Dieu merci, je remercie la substance ayahuasca pour. Enfin, la plante, pardon. Les plantes qui sont dans l'ayahuasca. Et donc, ça, c'est des exemples de choses qui ont modifié ma vie, mais il y en a plein d'autres. Rencontrer des entités qui sont vraiment autonomes, qui sont indépendantes de nous et qui ont leur vie et qui sont complètement différentes de nous dans des civilisations pas possibles, qui rappellent parfois les civilisations aztèques, par exemple, aussi, ça c'est marrant. Voir de la géométrie sacrée, écouter de la musique sacrée, de l'architecture sacrée, des tableaux magnifiques, des entités type angélique, etc. J'en ai rencontré beaucoup. Donc je sais que ce que les chamans, c'est pas du folklore, c'est pas la pensée magique. Ça existe bel et bien, simplement on n'est pas capable de le voir. C'est tout. Mais les gens, les matérialistes, ils n'ont pas cette humilité de dire ah ben c'est pas parce qu'on voit pas que ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on s'est pas donné la peine en nous-mêmes, nous mettant dans des états de conscience d'aller voir avant de juger et de préjuger. Non, ils préjugent, ils connaissent pas, mais allez, c'est pas possible. Oh, balayons ça. C'est comme si vous aviez vous étiez dans un immeuble et vous disiez j'ai pas de voisin. Puis on vous dit mais t'as pas de voisin, mais t'as été sonné aux portes. Non, mais je suis pas allé sonner aux portes, j'ai pas de voisin. Mais t'as essayé de voir. Non, 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 je suis pas de voisin. Mais ben attends, dis pas ça comme ça, va au moins voir. Ben, les Matrix, c'est pareil. Je sais pas, ils ont la trouille du spirituel, ils ont la trouille de ce qui dépasse le visible. Je ne sais pas si on leur a fait du mal, s'ils se sont fait du mal, s'ils ont fait quelque chose qui se reproche. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je me dis, les gens qui ont peur de la spiritualité, ils ont quelque chose à se reprocher, c'est pas possible. Ou ils ont peur de se laisser aller, ils ont peur de mourir. La peur de la mort, c'est vrai. Parce que c'est des substances de mort-renaissance. On en revient, mais transformé quelque part. Et parfois, ça fait vraiment peur de mourir, hein, les substances. La kétamine, ça fait parfois très peur de mourir. Donc, c'est pour ça que je ne le conseille pas du tout à des jeunes d'essayer ça comme ça, n'importe comment, avec des substances dont ils ne connaissent pas la dose, qui sont mélangées avec de l'alcool ou avec d'autres substances, ou pour rigoler et tout. C'est sacré, ça mérite le respect, ça mérite. C'est comme les médicaments anticancéreux, on ne les prend pas à n'importe quelle dose, mélangés à d'autres médicaments, en buvant de l'alcool. Non, ce serait mortel. Bon, là, c'est pas mortel en plus, c'est psychique, donc ça tombe bien. Mais enfin, il y a des gens qui peuvent faire des sacrés bad trips et puis se mettre en danger, quoi, physiquement, ou mettre les autres en danger. Alors, beaucoup moins que ce que dit la presse, c'est-à-dire que finalement, même en faisant beaucoup d'abus, il y a eu très peu de gens dans les années 50-60 qui sont allés dans les urgences, etc. Très peu, malgré tous les abus qu'il y a eu, quoi. La pharmacologie anglaise, britannique, estime que, après des études, que sur les psychotropes, ceux qui ont plus d'effets négatifs sur soi ou sur les autres, ben, que le LSD, la psilocybine et la kétamine sont bien en dessous de l'alcool, la nicotine, l'héroïne, les barbituriques, les benzodiazépines, au niveau de la nocivité, bien en dessous. Hein. Alors, pourtant, ils ne sont pas interdits. Bon, allez comprendre qu'est-ce qu'ils enrichissent, quels sont les lobbies, bon, bref. Mais malgré tout, si on abuse vraiment, au bout d'un moment, si vous cherchez les ennuis, vous les trouvez, hein, même avec les psychédéliques, quoi. Mais enfin, moi, je reste persuadé, comme disait l'autre, je ne sais plus qui c'est l'autre, c'était pas Huxley ou quelqu'un, les psychédéliques sont surtout dangereux pour ceux qui n'en prennent pas, quoi. Parce que ça les maintient dans un état de conscience vraiment rétréci, dans lequel ils peuvent vraiment faire des bêtises sur eux, sur les autres, sur la Terre, quoi. Ça reconnecte à cette notion de collectif alors? Ah ben bien sûr. Moi, mon dernier ouvrage que je voudrais faire, ce serait un livre du genre Pour un monde conscient, quoi, qui rassemble tout. C'est-à-dire comment on peut mettre de la conscience dans l'éducation, les écoles libres, comment on peut mettre de la conscience dans l'agriculture, la permaculture par exemple, ou l'écologie dans l'agriculture, qui reconnecte avec la médecine consciente, qui reconnecte avec l'économie consciente. Pas l'économie libérale, mais autre. C'est-à-dire de faire ce que j'appelle la marguerite. Au centre de la marguerite, dans le cœur de la fleur, il y a compassion, empathie, altruisme, générosité, bonté. Et puis il y a les pétales, c'est les différents domaines, économie, médecine, sciences, etc., éducation, Attention parce que agriculture. vous allez finir avec de l'espoir, Ouais, mais c'est-à-dire que c'est des beaux modèles, tout ça. Ça, c'est de la belle.
C'est de la belle utopie. L'utopie est faite pour exister et pour se réaliser, justement. C'est à partir des rêves qu'on a créé les changements, bien sûr. Mais franchement, si aujourd'hui vous m'interrogez, et je ne devrais pas être un oiseau de mauvais augure ou par mon pessimisme ambiant, casser l'ambiance et puis créer ce qu'il ne faut pas créer. Mais moi, je serais plus en train d'imaginer un livre du genre, voilà, c'est foutu pour l'exclamation. Un peu comme il y avait eu Indignez-vous, mais sauf que c'est dans le mauvais Mais sens. ça c'est votre côté un peu provoque alors. Mais peut-être, parce que parfois, justement, j'ai remarqué, bah oui, c'est ce qu'on appelle l'utilisation des paradoxes. Hein. Erickson, qui avait créé l'hypnose, dans lequel il y a beaucoup de procédures paradoxales, Ah oui. Il avait montré cette faculté-là quand il était petit. Son père voulait essayer de rentrer un âne dans une grange, puis il tirait sur le licol de l'âne. Et puis l'âne, bien sûr, il tirait à l'inverse, donc c'est pas lui le plus fort, hein, le mec, c'est l'âne qui est le plus fort. Et Erickson, il s'est dit, il s'est mis derrière l'âne et il l'a tiré sur la queue, mais en direction opposée de la grange. Ben, l'âne, il est allé en direction de la grange. Donc parfois, peut-être, il faut être un peu, mais moyennement provocateur, mais surtout pessimiste pour que par réaction, les autres se mettent être optimistes. Parce que si j'arrive en vous disant, ouais, ça y est, on a tout réglé, les psychédéliques vont sauver le monde, les Verts ont tout compris, maintenant il y a des vélos dans les villes, ça y est, c'est bon, on y est. Ouais, Macron a dit qu'on serait dans un nouveau monde. Ouais, bien sûr. Ouais. Il n'y a pas de plan B, donc il n'y a que le plan A, donc il faut le faire. Bravo, M. Macron, économiste du monde entier. Ouais, ah bah oui, mais pour l'instant, vous ne nous avez pas montré ça. Il faut faire attention aux grands discours, aux grands principes d'attention, à la com et à la comédie, dont sont spécialistes nos dirigeants actuels, qui avaient comme livre de chevet Machiavel, c'est-à-dire le prince, c'est-à-dire comment garder le pouvoir. Garder le pouvoir, ouais. C'est sa philosophie. Ben, un des principes de Machiavel, c'est de faire peur aux gens. Alors faire peur aux gens, les divisant en désignant des boucs émissaires, le terrorisme, les gilets jaunes, en créant avec les masques une grande dichotomie entre les citoyens français, d'autres qui sont pro-masques, d'autres anti-masques. Mais c'est surtout en créant la peur. Et en se proposant comme sauveteur. Regardez les gars, vous avez peur, hein, parce que vous avez bien matraqué avec la peur. Hein. Ouh là là, on a fait tout ce qu'il fallait. Hein. Propagande d'État, Goebbels, c'était pas loin. Hein. Et puis on vous a mis vos étoiles jaunes, hein, vos masques. Et puis maintenant que vous avez bien peur, on va vous diviser, quoi. Ça va marcher super bien. On va surtout se présenter comme le sauveur. Parce que Macron, franchement, il était très mal parti avant le Covid. Hein, la réforme des retraites et tout le tralala. Et là, tranquille, on est tous occupés à autre chose, on n'a pas hâte de se rassembler, pas plus de 10 personnes, on risque pas de contester grand-chose, et puis avec nos masques, on risque même plus de s'embrasser, de fraterniser. Donc, c'est tout cool, hein, ça, pour un gouvernement qui veut se réélire dans 2 ans. Hein. Il faut que le Covid dure le plus longtemps possible, si possible. Puis qu'on ait bien peur, hein, bien la trouille, comme ça, on ne va plus trop réclamer grand-chose. Non, C'est on ne va peut-être pas là qu'il demander à faut ce que qu'on l'économie retrouve change. aussi du pouvoir. Vous en parliez, Oui, vous parliez de médecine consciente, d'éducation consciente, tout peut-être à qu'il fait. faut de la politique consciente aussi. Oui, politique consciente, tout à Tout à fait. l'heure, le lapsus, il était peut-être sur Étienne Chouard, c'est ça? Et Oui, par exemple, qui veut justement réécrire la Constitution pour une vraie sixième République, qui soit une démocratie participative, bien entendu. Bah oui, c'est la moindre des choses. L'écriture de la Constitution, c'est notre vrai pouvoir citoyen. est-ce C'est que ça vous qui va êtes diriger les citoyens. familier avec des approches comme la Blue Economy ou des approches comme l'EBR, c'est-à-dire l'économie basée sur les ressources? Ah bah, l'économie basée sur les ressources, bien sûr, et aussi ce qu'on appelle la share économie, mais la vie chère, mais chère, c'est SHARE, c'est-à-dire partager. Partager, ouais. Ben oui, où, au lieu d'acheter, ben, on met en commun les ressources. Au lieu de jeter, on répare et on recycle, etc., etc. Bien sûr. Ah ben oui, tout ça, ça fait partie. J'avais écrit un petit livre, mais qui n'a jamais été publié, justement là-dessus, sur un monde plus conscient, mais il faut que je le revoie tout, dans lequel j'ai listé tous les principes, small is beautiful, etc., local plutôt global, hein, tous les principes dont ceux-là, pour créer une économie vraiment consciente, une politique vraiment consciente. J'ai même écrit une livre qui s'appelait Pour une politique spirituelle que j'ai jamais non plus publié. Il faudrait synthétiser les deux et faire. Celle-là, il faut l'oser. Ouais. Mais oui, mais ça peut se faire. Là, je ne veux pas revenir dessus parce que là, ça ferait un autre. Il faudrait faire un autre Ouais, Skype, mais ouais. un autre Zoom. Voilà. Bon, en tout cas, Ok, merci de m'avoir interviewé. Hein. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je vous propose un mot de la fin. Oui. Peut-être, je sais pas, une espèce de message pour les gens qui écoutent, euh, Ben, je dirais. qui vont Ouais. voir, voilà, qui vont voir cette interview et puis, ouais, allez-y. Un message, D'accord. Ben, je dirais, c'est le temps de se réunir
et pas de se diviser, ou pas de se laisser diviser. Et ça, c'est autant vrai pour les psychédéliques. Arrêtez la guerre fratricide, vision post-matérialiste contre matérialiste, on s'en fout. L'important, c'est reconnaissez que ça est utile et puis que la spiritualité joue son rôle dedans. Puis voilà, puis c'est tout. Après, on l'expliquera comme on voudra. Arrêtez de vous laisser diviser par les partis politiques. À la limite, même n'allez pas, mais personne n'aurait le faire, votez aux prochaines présidentielles s'il n'y a pas un vrai candidat. C'est-à-dire ne votez pas par défaut parce que vous imposez le moins pire selon vous, la peste plutôt que le choléra, mais dites non, non, on ne va pas voter parce qu'on n'a rien qui nous convienne. On n'a que des politiques classiques qui vont juste faire du verbiage. Nous, on veut des représentants de citoyens. On veut quelqu'un qui nous assure une autre constitution. Enfin bref, arrêtez d'être divisés à l'intérieur de vous aussi, hein, bien sûr. C'est-à-dire, faites la paix avec vous-même, ça vous évitera d'être en guerre contre le monde. Là, on dit toujours qu'il faut instaurer en soi les changements qu'on veut voir dans le monde. C'est pas suffisant, il y a ça, mais il faut aussi agir comme un peu dans le monde. Ça, c'est le deuxième volet. Si, en disant quelque chose, en faisant l'inverse, parce que si on va dans la rue manifester pour le changement climatique, enfin contre le changement climatique, et puis qu'en même temps on continue à acheter des bouteilles d'eau minérale gazeuse en plastique et à utiliser de manière indue sa voiture, etc., etc. Enfin, il y a plein de façons ou à continuer à acheter dans les multinationales qui font du travail non éthique avec des enfants ou certaines marques d'habits par exemple, ou avec des matières premières comme le cacao, etc., ou qui polluent la terre, ou qui sont dans une logique comme Ryan Stone, là, les pneus, là, de recevoir des subventions, puis ensuite se casser pour aller vers le moins disant social, comme ça se passe en ce moment. Non, boycottez, utilisez votre statut de boycott, arrêtez de vous séparer, et ça c'est une division intérieure, de votre pouvoir réel. On a un pouvoir si on agit ensemble. Mais parfois, agir ensemble, c'est pas forcément appartenir à des grandes institutions ou à des ONG. Ça peut être créer un petit groupe de réflexion à 3, 4, 5 près de chez soi. Moi, j'avais remarqué que il y avait le livre de, comment il s'appelait le livre? Le premier livre qui était intéressant, c'était un livre vert fait par qui est très connu, un homme qui est très connu, qui a, enfin bref, il a montré toutes les grandes révolutions dans les différents pétales de la marguerite, c'est-à-dire éducation, médecine, économie, politique, etc. C'était parfois des tout petits groupes qui s'étaient réunis. Par exemple, Incredible Vegetables, là, Edibles, c'est-à-dire les petits jardins Les comme ça. incroyables comestibles. Voilà, c'était deux femmes qui avaient commencé, puis ensuite ça a pris dans le quartier, puis après dans le quartier ça a pris dans la ville, puis après dans la ville dans la nation. Parfois, il ne faut pas faire s'atteler à des grands combats gigantesques, titanesques, dans des grands mouvements qui broient un peu l'individu, puis qui fait qu'on s'épuise, puis qu'on est dans des pétitions de principe, puis rien n'avance. Parfois, il faut juste faire avancer, mais pas tout seul. Il y a la bonne taille de groupe à trouver. Trop grand, ça noie le poisson, il y a des conflits de pouvoir à l'intérieur du groupe et tout. Tout seul, c'est dur. On s'épuise et on perd espoir. À deux, trois, ne serait-ce que pour un petit groupe de réflexion, comment nous deux, trois, on peut faire avancer le monde. Dans quel domaine? Un petit domaine concret. C'est juste commencer par un petit domaine concret. Juste mettre une goutte, comme le colibri qui met un petit goutte dans l'incendie. Parce que si tout le monde en met une, ça marchera. Moi, je me rappelle, il y avait une bande, il y avait un cartoon là, comme ça, où on voyait plein de gens dans une foule, puis chacun sortait. Mais que puis-je faire? Je suis si seul. En fait, ils étaient un millier dans la foule à dire ça en même temps. Et ils n'étaient pas seuls, mais ils ne se regardaient pas. Donc, trouver toutes des techniques de liaison entre soi et les autres, entre soi et soi. Par exemple, toutes les méthodes thérapeutiques du genre la biodanza, la joya, enfin, le tantra, le yoga, pour certaines formes de yoga relationnel, tout ce qui met en rapport les gens les uns avec les autres en lien, tout ce qui crée l'économie et l'écologie du cœur et de la conscience. Mais ça, Parfait, voilà. c'est bien comme message. Bon, d'accord. Ok. Merci Olivier. Merci.